Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de continuer notre exploration de Webpack à travers la découverte d'un plugin plutôt sympa, le plugin Webpack Bundle Analyzer. Donc un des problèmes que l'on rencontre avec la manière de faire du JavaScript moderne, c'est qu'on a tendance à charger des librairies à droite et à gauche sans forcément se poser la question de l'impact sur le poids de notre JavaScript final. Donc Webpack Bundle Analyzer va nous permettre de représenter sous forme de petits carrés le poids que prend chaque dépendance au niveau de notre projet, ce qui va nous permettre de débugger les choses et de voir si ce que l'on importe a un impact conséquent ou faible sur le poids final de notre application. Alors pour l'utiliser, c'est assez simple, il faut commencer par l'installer. Donc on installe la librairie Webpack Bundle Analyzer. Donc au niveau de mon terminal, je fais un coup de npm install--savedev cette dépendance-là. Et ensuite, je vais la charger au niveau de ma configuration Webpack. Donc je dois d'abord require Webpack Bundle Analyzer et récupérer l'objet Bundle Analyzer Plugin. Donc je vais juste prendre cette ligne-là. Et nous ici, on utilise les constantes. Et je vais appeler ça Bundle Analyzer Plugin. Et je fais ensuite mon petit require. Alors au passage, vous voyez que mon éditeur me montre la taille des différentes dépendances. Donc j'utilise ici Visual Studio Code et il y a un plugin qui est plutôt pas mal qui s'appelle Import Cost. Donc moi je l'ai déjà installé et il vous permet de voir en temps réel, entre guillemets, le poids des différentes dépendances que vous importez. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Donc une fois que ce plugin est chargé, on va pouvoir l'initialiser dans la liste des plugins. Donc on fait ici un New Bundle Analyzer Plugin. Et on lui initialise en lui passant un objet contenant l'ensemble des paramètres. Donc l'ensemble des paramètres sont documentés, donc il y en a assez peu au final. Nous on va juste mettre le Open Analyzer à false. J'ai pas envie qu'il ouvre mon navigateur, j'ai déjà des fenêtres à côté. Une fois que c'est fait, on va pouvoir lancer notre build. Donc au niveau de mon terminal, je fais un coup de npm run dev. Donc le npm run dev lance la commande Webpack Dev Server en mode hot. Et il me sort une petite erreur. Alors malgré tout, il continue, mais moi, il y a un petit souci ici, c'est que chunk hash, il ne l'accepte plus, il s'attend à avoir un hash. Donc au niveau du nom du fichier ici, je vais juste changer ça et relancer mon serveur de développement. Donc maintenant, lorsque je lance mon serveur, en plus du serveur par défaut, il va lancer un autre serveur sur localhost et sur le port 8888. Donc si au niveau de mon navigateur, je tape localhost de .8888, automatiquement, je vais voir quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça me montre mon fichier final, donc ici c'est le main.leh, et ça me montre les différentes dépendances. Alors attention, vu qu'on est ici dans la phase de développement, il vous montre toutes les dépendances. Et ça inclut aussi tout ce qui est utile au hot reload et à Webpack globalement pour fonctionner. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment par exemple la partie jQuery, parce qu'on charge jQuery ici. Mais si, imaginons, j'ai besoin de Lodash, je commence par faire un coup de npm install Lodash. Ensuite, je me dis dans mon fichier JavaScript qui est à cet endroit-là, tiens, j'ai besoin de Lodash, donc je fais un import, j'importe Lodash carrément from Lodash, et ensuite, je ne l'utilise même pas. Si maintenant je regarde au niveau de mes dépendances et que je réactualise, je vois un petit peu le poids que ça prend. Je vois que Lodash prend environ 526 kg, donc c'est assez conséquent. Là où jQuery en prend 261. Donc là par contre, ça nous montre les tailles non gzip. Si vous le souhaitez, dans la partie configuration, vous pouvez lui dire, par défaut, je veux utiliser la version gzip par exemple. Donc nous, c'est ce qu'on va faire ici. Dans la partie webpack.config, je vais rajouter ça, et on va mettre que par défaut, c'est la partie gzip qui m'intéresse. Donc parce que souvent, lorsque je distribue au final mon application, je la distribue en utilisant gzip, donc mieux vaut avoir cette valeur-là. Mais dans mon cas, ça me permet d'illustrer le problème. Lodash me prend trop de place, donc si je me rends sur lodash.com et je me dis, moi j'ai besoin par exemple que de la fonction concat. Plutôt que de charger tout Lodash, je vais simplement charger concat. Donc ici, je lui demande de charger concat. Ce qui fait que maintenant, au niveau du poids, je le vois directement ici, mais j'ai un poids qui est beaucoup plus léger. Je n'importe que ce dont j'ai besoin. Et si je réactualise l'analyseur, ça me montre maintenant que la partie Lodash, ne prend pas beaucoup de place. D'ailleurs, c'est quasiment invisible. Si je clique sur Main ici, je ne sais pas si on peut zoomer, mais ça doit être en tout petit quelque part. Voilà, donc c'est intéressant à ce niveau-là. Alors, il est possible d'avoir différents systèmes pour reporter les informations. Et plutôt que de lancer un serveur qui écoutera sur le port 8888, on peut générer un fichier HTML en sortie. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'adapter la configuration suivant vos besoins.
Donc ce que je fais pour le coup, c'est qu'au niveau de mon package.json, j'ai ici l'environnement de développement qui est par défaut sur production, et là on n'a pas de variable d'environnement. Alors d'ailleurs, je ne l'ai pas forcément précisé, ou je ne me souviens pas si je l'ai fait, mais si jamais vous êtes sur Windows, cette manière de déclarer l'environnement ne va pas fonctionner. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la librairie CrossEnv, qui vous permet de définir une configuration d'environnement qui fonctionne à la fois sur Windows, Mac et Linux. Donc c'est intéressant. Donc, je vais couper mon serveur, je vais lancer l'installation de CrossEnv, et si je me rends au niveau de la documentation, il me suffit juste de mettre CrossEnv devant. Donc par exemple, ici, je lui dis que je suis sur l'environnement de production. Donc maintenant au niveau de mon webpack.config.js, je vais pouvoir lui dire, hop, on va créer une constante qu'on va appeler env, ou env comme ça, et on va lui dire que c'est le process.env.node_env. Et si ça, ce n'est pas défini, hop, on mettra que par défaut, c'est en mode développement. Donc c'est soit cette valeur-là, soit la valeur development. L'avantage, c'est que maintenant, je peux adapter la configuration du bundle analyzer suivant mes besoins. Donc je vais supprimer ce plugin-là, et on va lui dire, si l'environnement est en production, ben dans ce cas-là, je vais pusher ce plugin en particulier. Dans le cas contraire, ben ça fonctionnera différemment. Donc si on est en production, je fais un config.plugins.push et je rajoute mon système. Sauf que je ne vais pas ouvrir l'analyseur, je vais mettre un default size à gzip et je vais aussi rajouter que je veux un report en fichier. Je ne veux pas qu'il lance un serveur. Donc au niveau de la documentation, si je reviens au niveau du Webpack Bundle Analyzer, moi ce que je vais vouloir faire, c'est au niveau du mode, ne pas générer un serveur, mais utiliser des fichiers statiques. Donc je vais rajouter l'option Analyzer Mode et mettre ça à statique. Ensuite, j'ai aussi la possibilité de choisir le nom du fichier de report. Donc vous pouvez adapter suivant vos besoins. Pour le coup, je crois que c'est tout ce que j'ai besoin de modifier. En revanche, si je suis en phase de développement, dans la partie plugin, je vais pusher la même chose, mais je vais ne pas ouvrir l'analyseur, je vais utiliser par défaut le gzip, et au niveau du analyzer mode, je n'utiliserai pas du statique. Voilà, donc vous pouvez adapter et faire votre configuration. D'ailleurs, tant qu'on y est, on va rajouter le plugin Uglify aussi, pour voir vraiment la taille finale, c'est ce qui nous intéresse. Donc par défaut, Webpack inclut le plugin Uglify, mais il faut savoir qu'il y a une version qui est un petit peu plus avancée. Donc si vous cherchez Webpack Uglify sur NPM, vous allez tomber sur ce plugin-là. Voilà, et on vous explique que Webpack inclut la version 0.4, alors que maintenant ils en sont à la version 1. quelque chose. Donc je télécharge cette dépendance-là. Donc au niveau de mon terminal, je fais un coup de npm i-d pour les dépendances de développement et je charge le Uglify.js plugin. Une fois que c'est installé, je peux initialiser le plugin. Donc on va créer une nouvelle constante, on va l'appeler Uglify.js ou Uglify plugin tout simplement, et je vais require Uglify Webpack plugin. Ensuite, je l'initialise seulement dans la phase de production. Donc je vais rajouter dans les plugins config.plugins.push et je rajoute mon nouveau système. Donc je fais un new Uglify.js plugin. Voilà, donc là on devrait avoir tout bon et je vais pouvoir relancer un coup de npm run. Alors je ne vais pas lancer le serveur de développement, mais je vais lancer la production. Donc npm run prod qui crée la variable d'environnement en production et qui ensuite initialise Webpack. Alors mon Webpack reste ouvert parce que j'ai fait une petite erreur dans une précédente vidéo. J'avais mis le watch à true. Donc le watch, on va le mettre seulement pour la partie development. Donc on fera config.watch égale true. Voilà, on ne veut pas qu'il attende de nouveaux fichiers. On veut lancer la production, il compile et il quitte. Maintenant, on voit que dans les fichiers qui sont sortis, au niveau de notre dossier dist, on a maintenant le fichier report.html. Si on l'ouvre avec notre navigateur, donc je vais ici ouvrir mon Explorer et je vais ouvrir dans le dossier dist mon report.html. Si je regarde ce que ça donne, je vais me retrouver avec les différents fichiers et on voit qu'on n'a plus toutes les autres dépendances, on a simplement les dépendances qui sont jQuery, donc qui en gzip fait à peu près 30 kg, et on a aussi Lodash, donc ici qui en gzip fait 771 octets, donc c'est très léger et c'est ça qui est intéressant. Donc après, si vous voulez un petit peu plus d'informations, vous pouvez cliquer sur chaque dépendance et ça vous permet de zoomer en fait et de voir un petit peu ce qui prend de la place et les différentes fonctions qui sont appelées.
Donc c'est très intéressant pour débugger les choses. D'ailleurs, si jamais vous voulez changer l'unité de mesure, par défaut la taille qui est utilisée c'est le gzip, mais vous pouvez changer, hop, pour l'unité, pour passer en parst ou en stat. Et dans ce cas-là, ça change un petit peu les stats. Bon. Ceci étant dit, comme je vous l'ai dit, moi j'utilise toujours du gzip. Et voilà ce que je voulais vous montrer pour cette petite librairie. Donc n'hésitez vraiment pas à l'utiliser parce qu'elle vous permettra de mieux optimiser les choses et de voir dès que vous chargez une librairie l'impact que cette librairie a sur le poids de votre application. Un exemple typique, c'est souvent par exemple le Moment.js qu'on a tendance à installer un petit peu n'importe quand. Donc je vais installer Moment et je vais l'inclure au niveau de mon app.js. Donc en plus de l'Odash, je me dis tiens j'aurais besoin de Moment.js. Hop. Et je vais me passer en mode development, donc je vais attendre que ça finisse d'installer ça, c'est super lent sur mon disque. Et je vais relancer un coup de npm run prod. Voilà, poum poum poum, allez. Et si je re-regarde mon petit report à la fin, voilà ce que ça donne. On a Moment.js qui à lui tout seul fait 60 kg, donc qui pèse 2 fois la taille de jQuery. Donc c'est important comme ça de regarder. Et on voit notamment que ce qui pose problème, c'est toutes ces locales-là. Toutes ces locales rajoutent 40 kg. Donc dans ce cas-là, l'optimisation que vous pouvez faire, c'est que si jamais vous utilisez Moment.js seulement en français, vous supprimez toutes les parties locales et vous n'importez que la partie fr.js qui vous intéresse. Donc là après c'est spécifique à la librairie, mais c'est très important d'inspecter ça parce que malheureusement je vois souvent des gens utiliser Webpack et pas forcément se soucier de ce que ça donne en sortie. Et on se retrouve à la fin avec des fichiers de 3 mégas qui sont super lents à télécharger sur les mobiles ou des connexions relativement lentes. Donc pensez à faire cette vérification au fur et à mesure de l'avancement de votre projet.